Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Félix Touin en premier et ensuite, on va avoir Sarah Gott qui va faire un talk en anglais. Donc, commençons avec Félix. Donc, Félix a fait son baccalauréat à l'UDM et son doc, il a commencé à l'UDM et l'a terminé à Georgia Tech. C'est un passionné de la physique et de la spectroscopie. Donc, c'est pourquoi je l'ai sélectionné pour faire ce talk-là, parce que je suis sûr que ça va être un excellent talk. J'ai bien hâte de l'entendre. Donc, Félix, à toi la parole. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour l'invitation aussi. C'est vraiment apprécié. J'aime beaucoup faire ce genre de choses-là, partager des trucs qui me passionnent. Je vais juste trouver comment partager mon écran. Ça va pas bien long. Ça marchait tout à l'heure. Donc, vous devriez voir un écran avec une super belle slide de présentation en ce moment. C'est bien, comme ça. Oui, donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui est d'un sujet qui est pas très souvent abordé, ou du moins pas en termes d'introduction. En fait, je vais parler aujourd'hui de qu'est-ce qui arrive quand la lumière interagit de manière non linéaire avec la matière, puis comment on peut l'utiliser pour faire de la spectroscopie, faire de la science, puis en apprendre plus sur les matériaux. Parce que, en général, quand on va parler d'optique non linéaire, souvent, on va en parler dans le contexte d'application d'ingénierie en photonique, mais on peut aussi utiliser ça pour faire de la spectroscopie. Donc, ma présentation va être en français, mais les diapositives, elles, vont être en anglais pour permettre aux gens qui sont moins à l'aise en français de suivre la présentation. Mais n'hésitez pas à me poser des questions en anglais ou en français. Je préférerais à la fin de la présentation, si possible, à moins que ce soit urgent, mais là, gênez-vous pas. Donc, d'abord, il faudrait se demander qu'est-ce que la spectroscopie, et surtout qu'est-ce que je veux dire par de la spectroscopie linéaire. Donc, la spectroscopie, c'est de sonder la matière à travers son interaction avec la lumière. Donc, vraiment, si on veut sonder, par exemple, des électrons, des ions, c'est des particules qui sont chargées. Donc, si j'étais pour me prendre un bâton avec lequel les toucher pour savoir qu'est-ce que c'est ça, un champ électrique que c'est dans le temps, ça semble être a priori une très bonne idée. Donc, ce que je viens de dire se manifeste très clairement si on regarde l'équation qui relie un champ électrique d'une fréquence oméga avec la polarisation que ce dernier va induire dans la matière, P de oméga. Donc, les deux, dans le régime linéaire, qui est celui qui, si vous avez fait un cours d'électromagnétisme un temps soit peu avancé, vous avez vu cette expression. Donc, dans le régime linéaire, c'est... J'ai perdu ma souris. Dans le régime linéaire, ces deux quantités-là sont reliées, sont proportionnelles, sont reliées par la susceptibilité électrique. Donc, dans le domaine des fréquences, la susceptibilité électrique est une quantité complexe, c'est-à-dire qu'elle a une partie réelle et imaginaire. On peut aussi, vu qu'on le voit dans le domaine des fréquences, on peut aussi le voir dans le domaine temporel. Dans le fond, dans le temporel, on va avoir une convolution entre... Donc, on va avoir une convolution entre le champ électrique temporel avec la susceptibilité électrique. Donc, dans les deux cas, la susceptibilité électrique, que ce soit dans sa composante en temps ou en transformé Fourier, c'est la fonction de réponse du système. Donc, c'est une manière pour le système, ça représente un peu sa mémoire dans le temps des champs électriques passés, d'une certaine manière. Donc, le but de la spectroscopie, en fait, c'est d'appliquer un champ électrique connu, de mesurer la polarisation pour en extraire la susceptibilité électrique. Et mesurer la polarisation, en fait, vu qu'on va avoir une polarisation qui va osciller à la même fréquence que le champ électrique qu'on a appliqué, ça va devenir un terme de source dans les équations de Maxwell. Et ça va générer de la radiation, d'autres lumières, qu'elle, on va pouvoir détecter. Donc, c'est peut-être un peu abstrait tout ça. Donc, on voit clairement, on a besoin de deux choses pour faire de la spectroscopie. On a besoin de lumière, puis de quelque chose sur lequel faire de la spectroscopie. Donc, je vais commencer. Dans le reste de ma présentation, je vais utiliser un système sur lequel j'ai beaucoup travaillé durant mon doctorat comme exemple, mais ça s'applique à n'importe quel autre système, bien sûr. Donc, notre espèce de... notre cobaye, j'allais dire notre guinea pig, notre cochon d'Inde, pour le reste de la présentation, ça va être les perovskites hybrides organiques-inorganiques bidimensionnels. Donc,
Et en fait, donc, j'ai fait ma thèse de doctorat sur ces systèmes-là. Et vraiment, c'est un bon cas d'étude pour voir les limites de la spectroscopie linéaire et quand est-ce que la spectroscopie non linéaire devient utile. Parce qu'en fait, ils poussent vraiment la physique des semi-conducteurs jusqu'à leur limite. Donc, c'est brièvement, c'est des plans bidimensionnels d'octaèdres d'iode avec à l'intérieur un atome de plomb, dans ce cas-ci, entouré par des molécules organiques, des ligands, qui vont séparer ces deux plans d'octaèdres les uns des autres, ce qui fait qu'ils vont électroniquement être découplés. C'est-à-dire que des électrons vont, ou du moins la compréhension qu'on en a en ce moment, c'est que les électrons ne font pas de saut direct entre les deux plans. Donc, on a vraiment une espèce de cristal qui est, à des fins pratiques, pour les électrons, sont confinés dans des couches bidimensionnelles, mais c'est un cristal tridimensionnel, donc il peut être à des très grandes tailles. Donc, il y a beaucoup d'effets simultanés qui se produisent en même temps dans ce matériel-là. On parle de couplage spin-orbite fort, interactions électron-phonon très fortes. On a aussi des interactions électron-électron très fortes qui font des excitons, des particules liées. Donc, toutes sortes de choses qui se passent en même temps. Donc, c'est difficile d'essayer de disséquer les interactions dans cette matière-là. Donc, il nous faut des techniques spectroscopiques très avancées pour être capable de séparer les contributions de chacun de ces trucs-là. Donc, et j'espère que ce que je m'apprête à vous montrer va vous en convaincre. Donc, maintenant, je vous ai parlé de la matière, on va parler de lumière. Donc, si on veut faire une expérience de spectroscopie linéaire la plus simple qui soit, on va faire une mesure d'absorbance. Donc, c'est très simple. On a un échantillon sur lequel on envoie une source de la lumière qui est blanche, c'est-à-dire qu'elle couvre beaucoup de fréquences, que ce soit du proche infrarouge jusque dans l'ultraviolet. On l'envoie sur notre échantillon et on recueille la lumière ainsi transmise par un spectromètre, dans un spectromètre. Et donc, en comparant la lumière qui a été après l'échantillon et avant, on va être capable d'extraire à quelle fréquence est-ce que notre matériel absorbe plus ou moins. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une mesure, dans le cas des perovskites bidimensionnels, on va voir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, si vous voyez, j'ai la densité optique, donc à quel point est-ce qu'on absorbe de la lumière en fonction de l'énergie de la lumière incidente, et ce pour différentes températures. Donc, si on regarde à très haute température, à température pièce, on a une grosse bosse un peu amorphe qui n'a pas vraiment de structure à l'intérieur. Et si on refroidit l'échantillon jusqu'à 5 Kelvin, on voit qu'il y a une structure presque comme des raies d'absorption atomique qui apparaissent avec un continuum à plus haute énergie. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On pourrait en parler très longtemps juste de ce spectre d'absorption-là, mais je vais utiliser ça comme exemple pour montrer que, dans le fond, les mesures d'absorption de la spectroscopie linéaire, ça donne quand même un ensemble riche et facilement interprétable de données. Donc, on peut faire ces expériences-là en fonction de champ électrique, en fonction de température, comme on l'a fait, en fonction de pression, puis on va avoir, ou même en changeant des blocs chimiques dans notre matériel, on va avoir différents comportements. Donc, c'est très, très puissant pour ce genre d'enquête-là. Donc, et là-dedans, on voit clairement les niveaux d'énergie, la largeur de bande de chacun de ces niveaux d'énergie-là, à quel point est-ce qu'il absorbe ce qu'on appelle la force d'oscillateur, donc à quel point il absorbe la lumière, et si on a des bandes qui sont présentes un peu partout, donc très, très puissant comme outil. Cependant, c'est complètement... donc, il y a une grande ambiguïté à ce qui a trait aux corrélations spectrales. Là, maintenant, je vais expliquer ce que je veux dire par corrélation spectrale. On n'a aucune idée si, par exemple, ce gros pic-là est même dans le même matériau que le pic à côté. C'est un peu, si vous regardez, c'est comme si vous mettiez devant votre visage, vous regardiez à travers une fenêtre teintée bleue et une fenêtre teintée rouge, les deux ensemble. Vous allez avoir la même couleur, l'extérieur va vous apparaître de la même couleur que si c'était une fenêtre mauve. Donc, vraiment, ce n'est pas possible de distinguer si même les trucs qui absorbent la lumière à différentes longueurs d'onde sont dans le même espace physique. Et donc, ça, c'est une espèce de manifestation, ce que je veux dire par corrélation spectrale. Donc, on n'a aucune idée quel est le lien entre des features dans notre spectre. Même plus loin que ça, ça me permet d'introduire le concept d'élargissement homogène et inhomogène. Si on regarde supposons que le dessin que je viens de présenter ici représente une des transitions dans le spectre d'absorption que j'ai marqué là.
Donc, en fait, on ne sait pas si la largeur de ce qu'on observe ici, donc ici la courbe en bleu, est-ce qu'elle est due à vraiment le temps de vie de la quasi-particule, du niveau d'énergie qui donne lieu à cette résonance-là? Ou est-ce que c'est simplement parce que mon échantillon est inhomogène, il y a des régions qui sont légèrement différentes des autres en dessous par exemple, du point focal de mon expérience? Donc, je ne sais pas si, est-ce que cette largeur de ligne-là est due à l'inhomogénéité de mon échantillon ou à la largeur de vie intrinsèque du niveau d'énergie? Donc, c'est ce que je veux dire par cette ambiguïté-là. Et si on veut aller, donc c'est très intéressant de savoir les niveaux d'énergie, tout ça, ça nous donne beaucoup d'informations, mais si on veut pousser plus loin, savoir comment les niveaux d'énergie sont couplés ensemble, il va falloir trouver d'autres manières de sonder la matière que cette technique simple-là. Dans le fond, mais vraiment renfoncer le clou encore plus profondément, on peut se demander d'où vient cette ambiguïté-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est intrinsèque à seulement des mesures d'absorption ou toute spectroscopie linéaire va être ambiguë face à ces corrélations-là? Donc, si je reprends mon expression de la polarisation due à un champ électrique d'une certaine fréquence, on peut calculer en utilisant, dans le fond, la théorie de la perturbation dépendante du temps, mais sur un système quantique ouvert. On peut calculer quelle serait la susceptibilité électrique pour une fréquence donnée, si on a une seule résonance. Ça nous donne quelque chose qui est comme ça. Donc, rapidement, on a le nombre d'oscillateurs, le nombre d'absorbants qui sont excités par l'onde électromagnétique, la différence de population entre un niveau N et un niveau M. Et ici, le mu Mn, c'est dans le fond la probabilité, c'est relié à la probabilité d'absorption, de transition de l'état N à l'état M. Puis ensuite, on a la fréquence de résonance de cette transition-là. Et ici, gamma Nm, ça va être le déphasage de cette transition, donc qui est relié à sa largeur à mi-hauteur. Donc, en fait, ça donne le profil d'une Lorentzienne ici. Donc, on voit que s'il y a clairement, si les manifestations, les interactions avec d'autres niveaux vont peut-être se manifester dans la largeur de notre pic ou sa fréquence, mais ça ne va pas être un changement très fort ou ça va être difficile à observer expérimentalement. Puis en fait, l'ambiguïté dans cette mesure-là, en fait, est là. C'est une dépendance faible sur ces deux paramètres-là et le fait que la probabilité d'absorption de chacune des transitions ne sont pas couplées ensemble. On va tout le temps les voir arriver ensemble dans l'expression pour la susceptibilité électrique. C'est un peu comme si on était seulement capable de voir les transitions qui vont de N à M ou de M à M. On ne va jamais voir de N à M', un autre état de l'échelle d'état énergétique. Donc, comment est-ce qu'on peut aller au-delà du linéaire? Comment est-ce qu'on peut se mettre à avoir des interactions qui sont non linéaires? Mais bien, il faut utiliser de la lumière qui est très intense. Vous pouvez voir un peu l'expression que je vous ai donnée précédemment de polarisation proportionnelle au champ électrique comme étant le premier terme d'une genre de série Taylor d'expansion en puissance du champ électrique. Et donc, la vraie expression, si on se met à calculer toutes à plusieurs ordres, cette polarisation induite-là, on arrive avec une expression de la sorte. Donc, elle est un peu grosse et laide, donc je vais y aller lentement. Tout d'abord, j'attirerai votre attention sur cette partie-ci, qui est dans le fond tout simplement on peut facilement voir ça comme une généralisation de notre polarisation linéaire, mais cette fois-ci, elle est non linéaire. Donc, on a toujours une fonction qui est notre fonction de réponse du système, qui est multipliée avec plusieurs champs électriques. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est non linéaire, parce que vous voyez, c'est le produit de plusieurs fois le champ électrique, autant de fois que l'ordre qu'on considère de non-linéarité. Et vraiment, c'est cette partie-là qui est sensible aux corrélations spectrales. Donc, si on est capable de mesurer une polarisation non linéaire, on va être capable, dans le fond, en utilisant les mêmes trucs qu'on utilise, presque les mêmes trucs qu'on utilisait précédemment, on sait qu'on a espoir de voir apparaître des corrélations spectrales. Donc, comment est-ce qu'on peut généraliser ça expérimentalement? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin que le linéaire? Bien, on peut refaire la même expérience qu'on a faite précédemment, c'est-à-dire d'envoyer une source de lumière blanche dans un échantillon et regarder comment elle a été absorbée. Sauf que cette fois-ci, on va rendre la lumière. Il y a plein de manières de faire ça, mais je vous expose celle avec laquelle je suis familière, qui est très courante dans des labos de spectroscopie.
On va rendre la lumière blanche ici pulsée. Donc, ça va être une impulsion de lumière blanche très, très courte, à peu près une demi-picoseconde. Et on va, avant de faire notre mesure d'absorption, on va envoyer une impulsion très intense sur l'échantillon, très intense, mais à une énergie donnée. Donc, en fait, on va pomper de l'énergie dans le système, puis ensuite, on va sonder le système pour voir quel est le spectre d'absorption du système après avoir eu de l'énergie qui est injectée. D'où le nom de ces mesures-là. Des chimistes vont appeler ça pump sound, pump probe. En physique, c'est plus commun d'appeler ça de l'absorption transitoire. Mais les deux, c'est la même technique. Donc, on peut se demander, est-ce que ça va être suffisant pour voir des corrélations spectrales, des corrélations entre différents niveaux d'énergie? Puis en fait, donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est au lieu de mesurer l'absorption, comme le spectre d'absorption, comme c'est présenté ici, on va mesurer des changements relatifs d'absorption. En fait, plus spécifiquement, on va mesurer des changements relatifs de transmission. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pomper le système, puis on va regarder comment la transmissivité du système change relativement à la transmissivité originelle. Donc, ça ressemble à ça, le genre d'expérience qu'on peut avoir. Donc, j'ai allé panneau par panneau. Donc sur l'axe, oups, ça a clippé un peu. Sur l'axe de gauche, on va avoir l'énergie. Dans le fond, cette énergie-là correspond, c'est l'énergie de la lumière de sonde. Elle va correspondre à celle qu'on présente, même axe, pour un spectre d'absorption linéaire. L'autre axe va être le délai entre la pompe et la sonde. Et donc, on peut répéter et donc, ce qu'on va voir ici, donc en rouge, ça va être une augmentation de la transmittance, puis en bleu, ça va être une transmittance réduite. Et on peut faire ça en fonction du temps et regarder. Donc, c'est très utile pour nous révéler des dynamiques dans notre système. Puis, on peut faire ça en fonction et changer l'énergie de la pompe. Donc, où est-ce qu'on est en train de pomper notre énergie? Donc, dans ce cas-là, le premier panneau, on pompe à 3,06 électronvolts, donc bien en haut de la bande de conduction. Et dans les deux autres panneaux, on va pomper à différentes résonances dans le système. Donc, c'est difficile à faire, donc arriver à une conclusion scientifique avec ces mesures-là, puis pas nécessairement parce que la mesure est difficile à faire elle-même, mais parce que l'interprétation des données est compliquée. Je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi. Mais au moins, on a réussi notre tâche d'avoir une espèce de... on a une idée des genres de corrélation spectrale dans notre système. Juste qualitativement, on voit que quand je pompe à 3,06 électronvolts, j'ai un comportement différent que si je pompe l'existence d'autres espèces. Donc, sauf que le problème, c'est que c'est difficile à interpréter. Puis pourquoi je veux dire ça, c'est qu'une carence ou une augmentation de transmission relative peut être due à un paquet de choses. Ça peut être dû à cause de la présence d'autres espèces excitées dans notre système. On a notre ligne d'absorption a été décalée, peut-être qu'elle a réduit en intensité, peut-être qu'elle s'est élargie. Donc, il y a plein de choses qui peuvent amener à des changements de transmittance. Et c'est pour ça qu'il faut, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, pour comprendre ces résultats-là, souvent, et arriver à des conclusions fortes, il faut avoir déjà une idée du modèle de notre système, du modèle sous-jacent de notre système. Donc, mais on peut quand même faire les gens l'utilisent beaucoup. Il y a beaucoup de papiers qui sont publiés avec cette technique-là, donc c'est quand même utile. Un autre problème aussi, c'est que c'est insensible aux dynamiques cohérentes. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit ici, c'est des effets qui sont dus à la présence de population. C'est-à-dire, est-ce qu'on popule nos États? Est-ce qu'il y a est-ce que nos États ont une population dedans? Mais s'il y a des cohérences entre deux États, alors ça, cette technique-là ne va pas être nécessairement capable de nous donner beaucoup d'informations là-dessus. Donc, ah oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des petites oscillations ici, un peu ici. Donc, si vous voulez, c'est vraiment intéressant en fait. Ce n'est pas du bruit, c'est vraiment du vrai signal. Donc, si vous voulez entendre parler, demandez-moi, je vais vous en parler. Donc, pour aller plus loin que ça, parce que c'est un peu décevant, honnêtement. Moi, si on m'avait vendu la puissance de la spectroscopie non linéaire, puis on me montrait pump probe, j'aurais été un peu déçu. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Donc, une manière d'aller plus loin, ça va être de changer notre perspective sur l'absorption linéaire. Donc, la première, ce serait, quand on fait de l'absorption linéaire, la manière dont je l'ai décrite, c'est vraiment dans le domaine de la fréquence. Donc, je vais regarder quelles fréquences de lumière sont plus absorbées que d'autres. Mais on peut le voir aussi dans le domaine temporel. Puis dans le domaine temporel, ce qui se passe, c'est qu'on envoie de la lumière, elle va exciter une cohérence dans le système, fait une cohérence, une superposition linéaire de
état fondamental, état excité. Ces deux-là vont osciller dans le temps à la fréquence de Rabi de la transition, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Et cette oscillation-là de polarisation dans la matière va générer un champ électrique qui va interférer avec la lumière qu'on a utilisée pour le sonder. Et donc c'est un peu ça, garder en tête cette idée-là. Donc, comment est-ce que maintenant on peut peut-être réexpliquer ce qu'on a fait avec pompe-sonde, mais dans le domaine temporel? Donc, si on fait pompe-sonde dans le domaine temporel, oups, mon animation n'a pas arrivé. Pardon, je suis vraiment désolé. En fait, ce qu'on va créer, c'est qu'on va créer une population et de cette population-là, ensuite, on va faire osciller, on va créer une cohérence qui oscille avec notre impulsion qui se termine. Mais ça serait le fun de pouvoir créer cet événement-là, de créer une population. Ça serait agréable de pouvoir le séparer en deux événements distincts pour voir par quelle cohérence cette population-là arrive à être. Et donc, en fait, ça me permet d'introduire la méthode qui est encore plus générale que celle de pompe-sonde, qui est celle de la spectroscopie multidimensionnelle. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle est ultime, cette technique-là? C'est qu'en fait, on va prendre cette idée-là de générer des impulsions, puis ensuite de prendre des impulsions qui vont générer des cohérences dans la matière, des polarisations oscillantes, puis on va l'amener vraiment à la limite. Donc, si vous regardez, donc j'ai 4 impulsions ici, dont une est très, très faible. Celle de LO est à peu près 1000 fois plus faible que les autres. Puis j'ai envoyé donc principalement 3 impulsions sur mon échantillon avec un certain délai entre chacune d'entre elles. Donc, du point de vue de l'échantillon, lui, il va ressentir le champ électrique qui est dessiné en bleu ici. Et cette séquence ce train d'impulsions-là va générer dans l'échantillon une polarisation qui ressemble probablement à quelque chose comme la trace en noir qui est ici. Donc, la première impulsion génère une oscillation cohérente dans l'échantillon. Peut-être, ça peut être si on prend un niveau à 2 états, entre 2 états d'énergie différents. L'autre impulsion peut créer faire ce que le résultat ultime de la première impulsion dans une impulsion pompe-sonde, puis créer une population qui, elle, n'est pas un truc qui oscille, ça passe dans le temps, ça décroît selon le temps de vie de cette population-là. Et là, ensuite, prendre cette population-là et la ramener à une cohérence, la faire osciller dans le temps. Donc, en fait, cette dernière polarisation-là, notre signal, c'est un vrai signal qu'on peut détecter. Littéralement, vous pouvez même presque le voir à l'œil durant ce genre d'expérience-là. Donc, ce signal-là va être émis dans une certaine direction. On peut l'isoler et le mesurer son spectre dans un spectromètre. Et là, en fait, brièvement, la petite impulsion qui est là est trop faible pour interagir de manière non linéaire avec l'échantillon, mais elle va nous être utile ensuite parce que ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle une détection hétérodyne de notre signal de mélange à 4 ondes. En fait, une détection hétérodyne, simplement dit, c'est quelque chose qui nous permet de mesurer non seulement l'amplitude du spectre de la lumière qui est émise, mais aussi sa phase. Donc, on est capable de mesurer dans le domaine de Fourier, complètement caractériser le champ électrique et non seulement mesurer son amplitude, mais aussi sa phase. Donc, comment est-ce qu'on... Donc, ça a l'air vraiment compliqué. On ne sait pas trop comment extraire des trucs intéressants, spectroscopiquement intéressants de ça. Puis, en fait, c'est une des principaux défis que le domaine a dû... au-delà duquel le domaine a dû régler, c'est comment rendre ça clair et facilement interprétable. Et donc, je vais faire là, maintenant, c'est ce que je vais faire avec vous. Donc, juste rappeler la séquence d'impulsion et les signaux qui sont générés dans l'échantillon, ici à gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer, dans le cas, une expérience qui est possible, c'est qu'on va mesurer le spectre du signal qui résulte de cette interaction-là à plusieurs impulsions. On va le mettre ici. Puis je vais mesurer pour différents délais entre les impulsions A et C. Donc, je change le délai entre A et C et vous voyez, le spectre change. J'ai mis en haut ici l'absorbance de l'échantillon pour vous donner une comparaison, vous permettre de comparer avec ce que la mesure linéaire donnerait. Mais ce n'est pas tout, en fait. Ça, ce que j'ai présenté ici, c'est juste la norme du signal. Parce que je peux faire ça aussi, je peux mettre la phase, parce que j'ai fait de la détection hétérodyne, je connais complètement le champ électrique, donc je connais son amplitude et sa phase dans le domaine de Fourier.
Et là, maintenant, et vous pourriez vous arrêter là puis vous mettre à faire plein de sciences avec ça sur des puits quantiques d'arsénure de gallium. Et c'est ce que les gens ont fait pendant plus d'une 10 à 15 ans, jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus commun de prendre la transformée de Fourier cette mesure-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Parce qu'en ce moment, c'est un peu bizarre. J'ai de l'énergie puis du temps. Si je prends la transformée de Fourier selon l'axe du temps, je vais me ramasser avec en fond une carte énergie-énergie au lieu d'énergie-temps. Donc, on va faire ça. Je vais prendre la transformée de Fourier de toutes ces données-là selon cet axe-là. Et ça va me donner la chose suivante. Donc, maintenant, je me ramasse avec l'énergie d'émission, qui est la même énergie que j'avais précédemment, qui est le spectre du signal émis. Mais maintenant, l'axe temporel est devenu un axe d'énergie que j'ai appelé l'énergie d'absorption. Là, c'est vraiment intéressant. Donc, d'où c'est souvent appelé cette technique-là de spectroscopie 2D. Pour cette raison-là, parce qu'on se ramasse à avoir des spectres qui sont bidimensionnels. Donc, déjà, on voit sur la diagonale, on voit qu'on a aux mêmes endroits où on avait nos lignes d'absorption durant dans le système linéaire, on les voit apparaître sur la diagonale. Donc, en fait, ce que ça nous indique, cette diagonale-là, c'est quelles espèces sont corrélées avec elles-mêmes. Donc, c'est normal que chaque résonance soit corrélée avec elle-même. Mais quand on se met à regarder à des trucs qui sont hors de la diagonale, on peut se mettre à voir des corrélations entre différentes espèces apparaître. Donc, déjà, ça, c'est une mine d'or d'informations. Pour ceux qui savent, si on prend le temps d'analyser correctement ce spectre-là. En particulier, par exemple, je veux montrer qu'ici, on a une bosse qui apparaît même pas sur la diagonale ni dans le spectre d'absorption. Donc, en fond, c'est un autre de la puissance de la spectroscopie multidimensionnelle, c'est d'être capable d'utiliser la lumière pour faire apparaître des états, pour montrer des états qui sont d'habitude sombres, qui n'interagissent pas avec la lumière. Comme par exemple des excitations qui demandent 2 absorptions de photons. On peut aller les sonder avec cette technique-là. Donc, très, très puissant pour un spectroscopiste d'être capable de jouer, de sonder la matière qui n'interagit pas avec la lumière. Donc, c'est vraiment puissant. Déjà, ça nous montre de manière absolument non ambiguë comment des états sont liés ensemble à travers les pics hors diagonaux et diagonaux. Sauf que c'est une expérience qui est très, très difficile à faire en laboratoire. Probablement dans le même ordre de difficulté que la spectroscopie terahertz, ce genre de choses-là. Il faut être capable de jouer avec au moins 3 à 4 impulsions femtosecondes compressées en dedans de ce qu'on appelle la limite de transformée de Fourier. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont le plus rapides possible, ces impulsions-là. Donc, c'est très difficile. Mais une fois qu'on a eu qu'on a ces résultats-là, c'est beaucoup plus facile que pompe-sonde à interpréter, selon moi. Beaucoup moins ambigu selon qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui est la nature de ces signatures-là. Et c'est très riche comme mesure. Un ensemble de données peut supporter plusieurs hypothèses sur un matériel. Donc, on peut utiliser comme preuve pour faire avancer plusieurs histoires en même temps, parce que c'est capable de sonder simultanément des phénomènes qui sont facilement distingués, ces différents phénomènes. En fait, cette mesure-là, elle a été faite pour être capable de mesurer ce que j'avais mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire être capable de séparer la largeur homogène et inhomogène d'une transition. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais sur la diagonale, on a les signatures sont un peu ovales, elles sont un peu allongées selon la diagonale. En fait, ça, c'est connu, et puis c'est prédit par c'est facilement modélisable, c'est que sur la diagonale, on va voir la longueur d'une signature sur le long de la diagonale va dépendre de la largeur inhomogène d'une transition, tandis que la largeur sur l'antidiagonale, elle va dépendre de la largeur homogène d'une transition. Donc, on a un peu réglé notre problème. Maintenant, on sait maintenant à quel point notre échantillon est inhomogène. On n'a rien qu'à regarder la largeur sur la diagonale. Et à quel point le temps de vie des espèces impliquées dans cette transition-là est court. On n'a rien qu'à regarder la largeur antidiagonale. En fait, ce n'est pas le temps de vie, c'est le temps de décohérence
de ces transitions-là. Donc, ce qu'on peut faire pour extraire quelque chose de très puissant de ça, c'est comparer la largeur diagonale et antidiagonale, fitter simultanément une expression pour la forme théorique de cette ligne-là, qui est présentée ici à droite. Et on peut faire ça pour plusieurs puissances d'excitation, dans le fond. Donc, comment est-ce que cette largeur homogène-là va changer en fonction que j'injecte de plus en plus, que j'augmente la densité d'espèces dans l'échantillon. Donc, plus j'augmente la densité, plus c'est probable qu'il y ait des collisions entre ces espèces-là qui vont mener à du déphasage. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, je prends la largeur homogène extraite ici en fonction de la puissance qui est appliquée sur l'échantillon, puis on voit que ça augmente, en fait, ça augmente linéairement avec la densité d'excitation. Donc, on peut extraire la largeur inhomogène quand il y a une seule particule. On peut extraire la largeur inhomogène et aussi cette espèce de coefficient collisionnel-là qui nous permet de savoir à quel point les interactions exciton-exciton sont fortes dans ce système-là. Et c'est un résultat important parce que, donc, on est capable de voir déjà les différents excitons ont des interactions avec d'autres excitons qui sont distinctes. Ça veut dire qu'électroniquement, ces trucs-là vont être quand même différents. Qui plus est, les taux d'élargissement collisionnel ici sont à peu près 1000 fois plus faibles que ceux dans d'autres matériaux bidimensionnels comme les dichalcogénures de métaux de transition. Donc, ce qui est surprenant parce qu'on s'attendrait qu'un matériau bidimensionnel dans lequel, avec des excitons fortement liés, on s'attend à ce qu'on ait des taux collisionnels similaires. Donc, nous, comment on interprétait cette mesure-là, c'est comme étant un indicateur que dans le fond, il y a ce qu'on a appelé un écrantage polaronique, c'est-à-dire les atomes alentour des excitons se réorganisent pour écranter les interactions dipolaires entre les excitons. Donc, on peut en parler si vous voulez. Donc, mais tout ça pour dire, et on peut faire ça avec la température, on peut faire ça avec toutes sortes d'autres manières. Donc, c'est des observations qui sont très importantes, très fondamentales, très proches de ce qui se passe dans la mécanique quantique du système, qui peuvent guider des efforts théoriques subséquents. Donc, juste faire un petit rappel de ce que j'ai dit. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Donc, c'est très puissant, la spectroscopie linéaire, mais il y a des choses que ça ne peut pas faire, comme révéler les corrélations spectrales entre différents niveaux d'énergie ou même dans un même niveau d'énergie. On peut faire de l'absorption transitoire pour partiellement lever cette ambiguïté-là, mais quand même, ça reste difficile à interpréter. Et la spectroscopie multidimensionnelle, selon moi, ça reste une des techniques, je dis la technique ultime, bon d'accord, mettre de l'eau dans mon vin, une technique très puissante pour allévier cette ambiguïté. Donc, j'ai mis ici quelques références. Si vous voulez en apprendre plus là-dessus, vraiment, côté optique non linéaire, le Boyd, c'est un incontournable. Je vous suggère de commencer par le HAM si vous voulez apprendre plus sur la spectroscopie non linéaire. Autrement, il est aussi appelé le MooCamel for Dummies, ce livre-là. Et si vous sentez d'attaque, bien là, c'est presque un rite de passage dans le groupe dans lequel j'ai fait mon doctorat, lire le MooCamel, le Principles of Nonlinear Spectroscopy. Et bien sûr, toutes les thèses et papiers produits dans le merveilleux groupe de recherche dans lequel j'ai fait mon doctorat, c'est une très bonne source d'information là-dessus aussi. Donc, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vais prendre vos questions maintenant. Merci Félix pour l'excellente présentation. On est un petit peu à court de temps pour les questions. On pourrait en prendre une peut-être. Donc, s'il y a quelqu'un qui aurait une question dans l'auditoire. Mais je ne vais quand même pas insister pour les questions parce qu'on est un petit peu dépassé malheureusement. Merci beaucoup Félix. Si des gens intéressés, la présentation va être disponible ensuite. Puis vous pouvez contacter Félix directement, j'imagine. Absolument, ça va me faire plaisir. Donc, je vous redonne l'écran. Et sur ce, je vais laisser la parole à Nicolas Kowalski qui va nous présenter la prochaine présentatrice. Yes, thank you very much. So for this wonderful presentation, we will turn to English now for Sarah's presentation. So yeah, please welcome Sarah Gopp from University of Sherbrooke. Sarah is a PhD student in Patrick Fournier's group. Her work is usually one of an experimentalist, but today she will give us an introduction to the Hubbard model, a rather theoretical framework. So Sarah, please go ahead. Thank you.
Sorry. Yeah, no problem. Take your time. Can you see my screen? Yep. It's perfect. Okay. Okay. Okay, hello everyone. Today I'm going to give an introduction to the Hubbard model, which was one of the topics that was given by Joanny Sorti, a former student at University of Sherbrooke at summer school that I attended last summer in Kyrgyz. So, I can't. Frozen, sorry. I can turn to the next slide. So are you in the Zoom annotate menu or? Yeah, but I cannot go to the next slide. Maybe if you leave the annotate menu, I don't know how it works really. Maybe stop the sharing and restart it. Oh, you just changed this. Okay. Yes, it's working. Okay. So sorry. First of all, I'm going to briefly talk about the method that we can drive the Hubbard model. And then some simple limits in Hubbard model is going to be discussed. And then I'm going to talk about different types of mode transition, more focus on view-driven mode transition. So one of the most successful description of electrons in a solid is given by band theory, which is based on reducing this many-body interaction to one effective one-body description. However, there are various situations that this band theory phase, which the most known one is the Mott insulator. So according to band theory, odd number of electrons per unit cell should give you a metal. For example, for instance, the band theory prediction for cobalt oxide should give you a metal while it's an insulator. So band theory fails, which means that we need to add the interaction part to the problem. And this is one of the big motivation to study the Hubbard model. So why Hubbard model is interesting? So Hubbard model is one of the is a simplest model that captures the essence of complex behavior of the nature, and we can study the strongly correlated electron system within the Hubbard model, and we can ask deep questions about the physics within the Hubbard model, as well as study many different physical phenomena. Like cuprate superconductor, Moiré superlattice problems, and also Mott metal insulator transition. We want to solve this general Hamiltonian that takes into account the potential energy and the kinetic energy. And the Hubbard model was first introduced in order to describe the insulating behavior. And the Hamiltonian contains this kinetic energy, which is associated to the Hawking term, and the potential energy, which is the Coulomb repulsion.
In the Hubbard model, instead of complicated dependence of lattice spacing or this divergence potential, we only have this constant U, which is a constant repulsion or energy cost to put 2 electrons in one site. So as you can see, in the first case of the Coulomb repulsion, we have this long range correlation. However, Hubbard model is local. But the thing is that there is this hidden physics appears in the Hubbard model, which comes from the Pauli exclusion principle that gives the intrinsic long-range interaction to the Hubbard model. So Hubbard model is written in terms of fermionic creation and destruction operators, but the creation and destruction operators that is in the Hubbard model are different from the fermionic, from the creation and destruction operators that appears in harmonic oscillators. Since in harmonic oscillators, the creation and destruction operators are written in terms of momentum and space. However, in Hubbard model, they are written in terms of site index I and sigma. So in order to drive the Hubbard model, there are mainly 4 steps to follow. First of all, we need to write down the electronic Hamiltonian using the Bohr-Oppenheimer approximation. So this approximation considers a fixed nuclear position, and electrons are moving in this approximation. So you can imagine we have electrons in a rigid solid. So by writing the electronic Hamiltonian, we have these 3 terms. The first term is a kinetic energy, and the second term is a ion electron potential, and the third term is a Coulomb repulsion. So we can write down these first 2 terms, which are one-body terms, as a H0, and we can write down the 2-body term, which is a Coulomb repulsion, as H interaction. So our Hamiltonian is written in terms of 2 H0 and H interaction. Then we use the second quantization on this and use the quantum field operators, where psi sigma and psi dagger sigma are the field operators. Where psi sigma is a field operator that destroys an electron in position R with a spin sigma, and psi dagger makes an electron in position R with a spin sigma. So we write the Hamiltonian using these field operators, and then we need to use a one-year representation because we need to describe the localized orbitals, but the Bloch states are delocalized in space. So we need to use the one-year bases, which are contrary to Bloch bases, are localized around atomic positions. So one-year basis is written like this, and the n is the number of sites. And first, we expand our field operators in terms of Bloch space, and then the field operators psi and psi dagger are written in terms of one-year representation, and then by doing the Fourier transform, we can extract C and C dagger, which are the Bloch operators. So then we can rewrite the Hamiltonian like these 2. I can't show you. I lost my arrow, but and then you can write them in more compact way, where the first term is nothing but hopping term, and the second term is UIJKL matrix element. So an important remark here is that one-year functions are localized around the atomic position. So they're not overlap or interact a lot. So a good approximation here is to only consider the nearest neighbor hopping and neglect the long-range hopping. So by doing that in H0 term, we only restrict ourselves to the nearest neighbor hopping, and Tij is equal to T, and otherwise it's going to be 0. And in a H interaction, we restrict ourselves to the case that I equal to J equal to K equal to L, and we already have this UIII, and by rewriting the H interaction, you will have this Hamiltonian, and we can write it in more compact way using the number operators and I sigma,
which means that at site I, we have electron with the spin up and electron with the spin down. So finally, we have our Hubbard Hamiltonian, where the first term is a kinetic energy, which describes the disruption and creation of fermion with the spin sigma, and T is a hopping term. And the second term is an interaction energy, where U counts for only double occupied site. So there's an energy cost for which is U is a Coulomb repulsion. And a third term is a chemical potential, which controls the filling, which represents the doping in the system. So there is this competition between kinetic energy and the potential energy, which leads to these hesitant electrons, which are hesitating between being local or delocalized. So next, I'm going to talk about some simple limits. So here is the three-phase space, and we only consider the repulsive Hubbard model where U is just positive, and your chemical potential can be positive or negative. So first, we are going to look at the non-interacting limit where U is equal to 0, and then the atomic limit where T is equal to 0 at very large U is going to be discussed. And then the strong coupling limit at U much larger than T is going to be present. So the first limit is non-interacting limit where U is equal to 0. So if you put U equal to 0 in the Hamiltonian, you will have this Hamiltonian. So if you want to write the Hamiltonian in a grand canonical ensemble, you can add the chemical potential term. And facing this problem in a momentum space is much easier. So we do the Fourier transform and we write down the Hamiltonian in a momentum space. So then we can derive the dispersion relation, which is related to the hopping term. And it's calculated in a square lattice in 2 dimensions, where only nearest neighbor hopping are considered. And also, I should mention that this square lattice is an interesting geometry since it forms the simplest picture of the cuprate superconductor because this copper atom in CuO2 sheets reside on this square lattice. The second limit is atomic limit, where we have no hopping. And by putting T equal to 0 in a general Hamiltonian, we will have no hopping, which means we have disconnected atomic sites, which means we have sites that they are not talking to each other. So there are 4 different configurations which correspond to empty, singly, or doubly occupied sites. And there are 2 energy levels associated with these 4 different configurations, where U only counts when you have double occupancy. You can also calculate this thermodynamical function, like partition function, for empty, singly, and doubly occupied sites. And you can derive the occupation as well. And by plotting the occupation versus chemical potential, you can have this, you will see that this Coulomb staircase plot. Where here, at n equal to 0, it corresponds to the empty sites, and n equal to 2 corresponds to doubly occupied, and n equal to 1 is a half-filled case where all the electrons are simply occupied, and we have the Mott plateau in this half-filled occupation part. And as you can see, by increasing the temperature, this Mott plateau is going to be smoother. And if we increase the temperature enough, we can completely destroy the Mott plateau, which can be explained by the fact that the thermal fluctuations that are induced by hopping in high temperature can get rid of this Mott plateau. So Mott plateau occurs at low temperature,
And the reason that this Mach plateau occurs is that since we are at atomic limit and U is very large, the cost of energy to have double occupied sites is very low. And so system tries to avoid this particular configuration as much as possible. So all the sites are going to be singly occupied. As you can see in this Mach plateau, if you change the chemical potential, the occupation is going to remain the same until you have enough energy, you give enough energy to the system that you can win over this U, so you will have a jump in a Mach plateau. So here we are at a very large U and there is no hopping in the system. So imagine we turn on T. So by turning on T for a tiny amount, you will have a broadening associated with this hopping, and you will have this lower and upper Hubbard band. Also, in a Mach insulator, your charts are frozen, and but if you have this T or hopping term in the system, you can hop. So it's going to give rise to AFM correlation. So imagine you have these two sites which they are singly occupied. So if you have T, tiny amount of T in the system, your electrons can hop and they're going to hop back and there will be this double occupancy, virtual double occupancy sites that you need to pay the cost for have this double occupation. Also, you can have this another scenario where you have the spin flip, and these two processes are called super exchange that are given by Anderson. So in this strong coupling limit, the main idea is to replace the Hubbard model with a low energy effective Hamiltonian, which is a TJ model. And there are two possible ways to derive the TJ model from the Hubbard model. First method is to apply the degenerate perturbation theory. Since we are at the strong coupling limit, U is very large, and our perturbation part is going to be the kinetic energy, which is associated to the hopping term. So in the ground state, we have this huge amount of degeneracy, spin up or down, and this T or hopping term will lift this degeneracy. And second method is a canonical transformation, which the idea is that transform the Hubbard Hamiltonian to the effective low energy Hamiltonian. So to get a TJ model from the Hubbard model, we neglect all the double occupancies, and you will see that for J here is the a coupling constant, and you can see this TJ model in this small two-step process. And so we have this single occupied electrons, and you hop back, so you have this T2, and you need to pay the energy cost in order to have double occupied sites. And so in order to hop, you need to have this antiferromagnetic correlation in the system. So imagine we are at half field band, and at V equal to 0, we have metal, and at U, very large U, we have an insulator. So we can ask ourselves what happens in between. So consider an array of atoms that they have odd number of electrons per unit cell. So in band theory, you will have the half field bands. So you have half field dispersion relation. So you will have metal, and these wave functions are going to overlap. So what happens if we increase the lattice spacing? By increasing the lattice spacing, the overlap between wave functions is going to decrease, and the T, or this hopping term, is going to decrease as well, which is responsible for bandwidth. So by increasing the lattice spacing, you will have the narrower band, but according to band theory, no matter how far you pull your atoms apart, as long as it's half filled, even in a narrow band, you should have a metal. But the paradox here is that if your atoms are far apart, you need to have an insulator because they are not talking to each other. And Mott
for the first time, solved this paradox by suggesting electron-electron interaction, which is responsible for Mott-insulating behavior. So if we have an electronic conduction in the system, the kinetic energy, if we have electronic conduction in the system, electrons should propagate into the lattice. So you need to have charge fluctuations. So in order to have, you need your kinetic energy to win over the potential energy. So if kinetic energy cannot win over the potential energy, you cannot have. So if T is small, your charge fluctuations are going to suppress by strong electron-electron repulsion. And so the key thing here is that there is this competition between kinetic energy and the potential energy. So we can go from metal at high density by changing the electronic density to an insulator at lower density. So imagine we have this 3D ideal gas. The average kinetic energy is going to be scaled with rho to 2/3, and the potential energy is going to be in order of rho to 1/3. So if you plot these two energies together, you can see that at lower densities, your potential energy, or rho to 1/3, is higher than rho to 2/3. So your potential energy wins over the kinetic energy, and you have this rho critical, where below that your potential energy wins over the kinetic energy, and you have this localized states which are responsible for the insulating state. And for higher than the critical density, it's the reverse. Your kinetic energy wins over the potential energy, and it's the delocalized states which is associated to the metal. And this electronic density can change by pressure, temperature, and doping as well. So here, the three-phase diagram of a material that show a Mott transition, very basic sketches plotted. And for example, for the case of vanadium oxide, the band theory predicts it to be a metal. However, the experimental data shows the antiferromagnetism at low temperature. And so all these materials show a crossover at high temperature between a metal and Mott insulator. And you can go from metal to Mott insulator without any discontinuity. And they show a first order transition between metal and Mott insulator, which this first order transition terminates in an endpoint. And at low temperature, we can find the ordered state of antiferromagnetism or superconductivity in this system. So imagine we have a cross section at this phase diagram at a constant temperature. So we are at the nearest neighbor hopping approximation, and we are at half filling. So at U equal to 0, we will have a metal, and at very large U, we will have a Mott insulator. So we will have two different types of Mott transition. If we move in a vertical direction, we will have this U-driven Mott transition, where three examples of U-driven Mott transition is a three-phase diagram that I showed before. If we move in horizontal direction, we will have this mu-driven Mott transition, and mu is coupled to n, so it's a doping-driven Mott transition. And by moving in left, you are removing electron from the system, so you will have a whole dope. And by moving in the right direction, you are adding electron to the system, and you will have an electron dope. In this talk, I'm going to be more focused on a U-driven Mott transition. This is the double occupancy versus U, the diagram of 2D Hubbard model at half filling within a packet CDMFT. So at U equal to 0, all the states have same probability to appear,
so empty, singly, or doubly occupied. So the probability is going to 1/4. And at large U, the value for D is going to be decreased because when you have a very large U, the probability to have the double occupation is decreasing since the cost of energy to have these states is very high. So if you follow the diagram at low temperature at a blue circle plot, by increasing U, the value for D is decreasing. And if you lower the temperature, the double occupancy changes its curvature, and the hysteresis appears in the diagram. By increasing U, so you can follow the orange plot. So by increasing U, the value for double occupancy is decreasing until it reaches the point that there is a sudden drop where above that, you no longer have any metal in the system. And if you decrease U in a green plot, you increase the value for double occupancy until you reach the point that there is a sudden jump into the system, that below that you don't have much insulator anymore. So these two critical value for on-site Coulomb repulsion appears, UC1 and UC2, where UC1 is a value for on-site Coulomb repulsion, where below that you no longer have an insulator, and UC2 is an on-site Coulomb value that above that you no longer have any metal. And so we can also plot the T versus U diagram, and you can see that there is this region, that there is a coexistence between metal and much insulator, and this coexistent region terminates in an endpoint which is called with UC and TC. And from this endpoint emerge this crossover that we can go from much insulator to metal. And this crossover is called rhythm line. And the thing here is that, an interesting thing here is that at high temperature, if you see a crossover, we can ask ourselves, what's the origin of this crossover? So it's possible that we have this endpoint or something important or even hidden at lower temperature. So my talk is finished here. Thank you. Thank you very much, Sarah, for this very nice talk, very easy to understand. So we have little time for 1 or 2 questions. So if nobody has a question, I have a question. You are talking about materials which have a transition, which present a mode transition from metal to a mode insulator. But is there some materials that exist that are described by the Hubbard model in some part of the Hubbard model, in some parameter set, but it can't be described by oh, it's not very clear. Is there a material where yeah, the material can be described by the Hubbard model but doesn't represent this mode to metal transition? Like it can be described only in some regime by the Hubbard model, but not in all regimes, or yeah, not the full Hubbard model physics. Is that clear? I'm not aware of that, sorry. Okay, well, it was just a question. I don't know either, but okay. So if you don't have any more questions, then thank you very much, everyone. We will be back next week for some other seminars. So please be there and have a nice week. Bye-bye.